Donc, merci beaucoup. Oui, je vais vous parler de l'étude BioGreek, qui, au fait, n'est pas terminée. On a quelques résultats préliminaires. Cette étude a bénéficié d'un financement PHRC en 2019 et l'objectif était l'évaluation du risque d'exposition des TNF-alpha pendant la grossesse à des femmes atteintes de rhumatisme inflammatoire en utilisant les données du SNDS. Et au fait, la méthodologie d'approche de ce type de questions où, au fait, on essaye de voir les conséquences directes d'un médicament sur des données observationnelles a un tout petit peu changé dans ces dernières années, avec une nouvelle méthodologie qui est apparue, qui est celle de l'essai cible émulé à partir de données observationnelles. Et donc, on a un tout petit peu changé de direction dans les analyses, et c'est pour ça qu'on n'a pas encore les résultats finaux, parce qu'on a changé un peu de méthode. Ça, c'est mes conflits d'intérêts. L'introduction dans tout ça, c'était qu'on sait qu'il y a une augmentation du risque de mauvais devenir de la grossesse chez les patientes atteintes de rhumatisme inflammatoire chronique, notamment la PR et la spondylarthrite, et ce, d'autant plus que la maladie, elle est active. Mais en contrepartie, il y a toujours, dans toutes les prises de décision thérapeutiques, bien sûr, mais dans le cas particulier de la grossesse, il faut toujours mesurer le risque d'un traitement pour l'enfant, contrebalancé par le risque de ne pas traiter cette pathologie pour la mère et pour le bébé aussi. Quand on a vu qu'une maladie active peut avoir un outcome délétère pour la grossesse, et ben, il faut aussi se poser la question de traiter pendant la grossesse, en sachant qu'au cours de la dernière décennie, la prise en charge de nos patientes pendant la grossesse a pas mal changé, notamment avec l'apparition de nouveaux traitements de fond qui sont autorisés pendant la grossesse, notamment les anti-TNF-alpha. Mais souvent, nous, rhumatologues, on est un peu craintifs, de moins en moins, mais quand même encore, sur l'utilisation de ces molécules pour lesquelles on a du recul, mais la grossesse étant une situation un peu particulière, certains de mes collègues et moi aussi, dans certains cas, on est un peu craintifs d'utiliser ces traitements pendant toute la grossesse, notamment pour 3 raisons. Bon, il y a le risque malformatif, ça, franchement, il y a eu une alerte il y a longtemps, mais en ce qui concerne les anti-TNF-alpha, il n'y en a vraiment pas de données dans la littérature, pratiquement avec toutes les données de pharmacovigilance dont on dispose. N'empêche que le risque de malformation pendant la grossesse, c'est 3% dans la population générale. Donc, ce sera un peu difficile à expliquer à nos patients traités s'il y a une malformation qui arrive et qu'on a continué un traitement. Bon, il faut leur expliquer quel est le risque de base. Mais c'est surtout le risque d'infection materne-fœtale. On donne un traitement qui est immunosuppresseur pendant la grossesse, qui elle-même est une situation d'immunosuppression relative. Donc, on se pose la question d'augmenter le risque infectieux. Et puis, il y a eu dans la littérature quelques données qui suggéraient qu'il y avait peut-être un risque de mauvais devenir de la grossesse lié aux anti-TNF-alpha, avec des études un tout petit peu douteuses, notamment parce que c'est difficile de découpler l'activité de la maladie versus l'utilisation des anti-TNF, qui est tout l'enjeu de cette problématique. Donc, dans ce contexte-là, on s'est posé la question de comparer les risques et potentiellement les bénéfices, mais dans le SNDS, ça c'est un tout petit peu plus compliqué, de 2 stratégies thérapeutiques chez des patientes atteintes de rhumatisme inflammatoire, PR et spondylarthrite, qui recevaient un traitement par anti-TNF-alpha en préconceptionnel. Qu'est-ce qui était mieux, de continuer, ou qu'est-ce qui était plus risqué, de continuer versus l'arrêter dès lors que le diagnostic de grossesse était confirmé. Et au fait, je vous disais qu'il y a une nouvelle méthodologie qui est apparue, et c'est l'essai cible émulé. C'est un nouveau cadre méthodologique dans lequel on essaie de reproduire avec des données observationnelles, l'essai randomisé, contrôlé, qu'on souhaiterait mettre en place, mais que pour des raisons de faisabilité, ici, c'est une population très particulière, c'est des femmes enceintes, on ne pourra pas, ce sera très, très, très difficile à mettre en place. Et ici, l'essai cible qu'on voudrait conduire, ce serait d'inclure des femmes avec un rhumatisme inflammatoire chronique bien étiqueté, avec un désir de grossesse, qui nécessitent un traitement par anti-TNF, qui continue en préconceptionnel jusqu'au diagnostic de la grossesse, et juste après, elles sont randomisées, soit on continue le traitement, soit on l'arrête. Parce que c'est ça, ce qui a un tout petit peu changé dans les dernières années. Avant, il y avait même la peur de donner l'anti-TNF en préconceptionnel. Cette peur, elle a disparu, et actuellement, on est plutôt dans la question, est-ce qu'on continue ou est-ce qu'on arrête une fois que la grossesse est confirmée? Donc, pour cela, on utilise les données de USNDS, qui est le Système national de données de santé, qui a le grand avantage d'avoir une représentativité quasiment parfaite
avec une absence de biais de sélection. Et puis, on a identifié avec l'équipe de Florence Tubac du CFEPI, les pathologies via des algorithmes et aussi les grossesses et les différents outcomes de la grossesse. Il y a des algorithmes qui ont été bien définis par Blottière et donc on a pu identifier les différents outcomes pendant la période qui avait été sollicitée entre 2008 et 2017. Notamment, on a des données un tout petit peu antérieures, mais on a pris 2008 parce que c'est la date à partir de laquelle l'âge gestationnel est vraiment renseigné de manière fiable. Donc, on inclut des patientes adultes, des femmes, avec un diagnostic de PR ou de spondylarthrite. On n'a pris que des grossesses uniques parce que les grossesses gémellaires entraînent des outcomes différents. Donc, pour l'analyse principale, on prend que les grossesses uniques. Et il fallait bien sûr qu'elles soient sous traitement par anti-TNF-alpha pendant la période préconceptionnelle. Et l'intervention sera de poursuivre le TNF-alpha versus l'arrêter dès le diagnostic de grossesse. On va évaluer plusieurs outcomes. Le devenir obstétrical dans le comité scientifique de ce projet, il y a des obstétriciens et il y a Elisabeth Éléphant du CRAT. Ils nous ont beaucoup aidés à cibler quels étaient les outcomes obstétricaux et néonataux les plus pertinents. Mais moi, particulièrement, bien sûr, les outcomes obstétricaux sont très importants. Mais moi, en tant que rhumatologue, la question que je me pose systématiquement, c'est celle de l'infection parce qu'on connaît le risque infectieux chez la patiente qui n'est pas enceinte. On se dit, est-ce qu'on n'est pas en train d'induire un risque infectieux supplémentaire dans cette période particulière? Donc, on va faire cette approche en créant un score de propension. Un score de propension est tout simplement un moyen statistique qui permet de rendre deux groupes qui sont différents à peu près comparables. On se doute que les patientes qui continuent le TNF-alpha, ça veut dire qu'elles ont une maladie beaucoup plus active. Et donc, le rhumatologue arrive à vaincre ses craintes et continue le traitement parce que la maladie nécessite, versus celle qui arrête. Ça veut dire que probablement, soit la patiente elle était craintive ou la pathologie n'est pas suffisamment sévère pour qu'on se pose la question de continuer le traitement. Et donc, par définition, c'est des groupes qui sont complètement différents. Il faut les rendre comparables. Et ça, on le fait par le score de propension avec une méthodologie qui s'appelle l'inverse du score de propension. Grosso modo, c'est une technique statistique qui permet, avec des données observationnelles, de rendre deux groupes qui, à la base, ne sont pas comparables. Et on va faire l'analyse principale en ITT. Et puis après, on pourra faire des analyses secondaires en pair protocole, c'est-à-dire les patientes qui, finalement, ont repris le TNF-alpha plus tard dans la grossesse et inversement qui l'ont arrêté par la suite. Et puis après, on va faire aussi une sous-analyse entre 2013 et 2018 parce que c'est là que le lien SNDS entre... Bon, là, c'est un peu bizarre comme phrase, mais c'est le lien du SNDS, le lien entre la mère et l'enfant pour suivre ce que devient l'enfant par la suite est plus fiable. Donc là, je vous présente quelques résultats descriptifs qu'on avait eus il y a quelques mois avant qu'on décide de changer de méthodologie et vraiment essayer de réaliser un essai émulé. Et quelques données d'exposition médicamenteuse, parce que c'est ça le cœur du sujet, chez des patientes qui avaient une première grossesse unique identifiée chez des femmes avec un rhumatisme inflammatoire PR ou SPA dans le SNDS pendant cette période. On arrivait à cibler 13 000 patientes avec un âge qu'on attend pour des femmes avec des grossesses. Et si on rentre un peu dans les expositions médicamenteuses pendant la grossesse et en préconceptionnelle, parmi les traitements, tous les traitements qu'on utilise les rhumatologues, vous verrez que jusqu'à 62% des patientes pendant la grossesse n'avaient aucun traitement de fond, alors que c'était des patientes qui avaient reçu des traitements préalablement, c'est comme ça qu'elles étaient sélectionnées. Et de manière un tout petit peu inquiétante, jusqu'à un tiers de patientes avaient reçu au moins une fois un anti-inflammatoire pendant la grossesse. Vous savez que dans la spondylarthrite, nos pierres angulaires de traitement, c'est les anti-inflammatoires. Et puis, quand il y a un désir de grossesse, les anti-TNF-alpha. C'est un tout petit peu inquiétant quand on sait les effets potentiellement secondaires des anti-inflammatoires pendant la grossesse. Ce 33% est quand même inquiétant. Et puis, vous voyez que pour les corticoïdes, il y en a quasiment la moitié qui est exposée pendant la grossesse. Et quand on a une crainte du risque infectieux avec les anti-TNF-alpha, et quand on sait le risque infectieux lié aux corticoïdes, c'est peut-être pas mieux. Et d'ailleurs, c'est une des questions qu'on va essayer de répondre. Par rapport ça, c'est juste la répartition par maladie, je vais passer vite. Il y a plus souvent de corticoïdes chez les patientes atteintes de polyarthrite, bien entendu. Et puis, quand on regarde le pourcentage de patients qui sont exposés à des fortes doses, donc supérieur à 10 mg de cortencil en fonction de la pathologie, vous voyez que pour la polyarthrite rhumatoïde, finalement,
à forte dose, il y en a, c'est pas l'intégralité des patients, mais quand on regarde la spondylarthrite, vous voyez, il y a 36% qui sont exposés à des corticoïdes, mais curieusement, il y en a 32%, donc la quasi-totalité, au fait, dans les formes de spondylarthrite, quand elles reçoivent des corticoïdes, c'est d'emblée à de fortes doses, de manière plus fréquente que quand elles ont une polyarthrite rhumatoïde. Les expositions par trimestre, vous voyez que heureusement, les expositions, vous voyez aux INS, je vous disais, il y avait 33%, mais globalement, tout se passe au premier trimestre, il n'y en a virtuellement pas au deuxième et troisième trimestre. Mais la proportion de patientes qui se retrouvent sans aucun traitement de fond augmente au cours de la grossesse, et on verra par la suite avec des analyses si ça, c'est problématique. Ça, c'est la même chose. Et puis, ça, c'est l'exposition en corticoïdes faibles ou forte dose en fonction des trimestres. Vous voyez que ça reste globalement comparable. Ici, il n'y a pas de changement de la tendance de prescription en fonction du terme de la grossesse, peut-être un tout petit peu moins à la fin de la grossesse, probablement parce qu'il y a eu recours aux corticoïdes avant. Et par rapport aux anti-TNF-alpha, au fait, comme vous le voyez, quand on reprend en préconceptionnel combien de patientes recevaient des anti-TNF-alpha dans ce groupe identifié, c'était que 22%. Et puis, le pourcentage décroît au cours des trimestres de la grossesse. Mais globalement, il y en a vraiment très, très peu qui sont exposés dans cet échantillon-là. Et du coup, pour l'analyse d'essais émulés, on va devoir vraiment cibler les patientes qui continuaient jusqu'à la conception, mais on n'a pas encore ces données spécifiques pour cette population. Donc, globalement, il y avait moins de 20% de femmes parmi l'échantillon qu'on avait identifié qui avaient reçu un traitement d'IMARD pendant la grossesse. Mais en revanche, il y avait d'autres traitements qui, à mon sens, posent beaucoup plus de problèmes, qui sont les anti-inflammatoires et les corticoïdes, pour lesquels, surtout les corticoïdes, il y a moins cette notion de danger vis-à-vis de l'infection. Et donc, la question, avec les analyses en essais émulés qu'on va conduire avec l'équipe de Florence Hubac, on va essayer de voir quel est vraiment l'impact sur le devenir de la grossesse et de l'enfant, notamment sur le risque infectieux et de devenir de la grossesse et néonatale pour chacune des deux modalités de traitement qu'on va essayer de cibler. Et je vous remercie. Je suis prête à répondre à vos questions.